Malick Gakou, depuis son départ de la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie, le numéro 2 de l'AFP entend se focaliser, dit-il, sur la vie du parti politique dirigé par Moustapha Niasse. Le Sénégal a l'honneur à l'occasion de la 48e célébration de l'indépendance de la Gambie. Le président Sall est l'invité d'honneur de son homologue voisin. Fonction publique, les 5591 postes à pourvoir sont politisés. C'est plutôt la conviction du regroupement des jeunes diplômés sans emploi. Ses membres accusent des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Blacksmith Institute à la quête des sites toxiques au Sénégal. Le programme de décontamination est lancé. Il prend un septennat. Nous ferons un tour dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce sera pour parler de la bilharziose, une maladie qui touche 60% de la population. Et puis, le tout nouveau coordonnateur du mouvement du 23 juin est l'invité de ce journal. Mamadou Mbodj s'arrête avec nous ce soir sur la proposition de Jean-Paul Diaz, le leader du bloc des centristes Gaïndé, qui suggère le report des locales à 2015. Nous échangerons bien sûr également autour de sa nouvelle mission à la tête du M23. Bonsoir à tous. El Hadj Malick Gakou sort de sa réserve. L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie livre ses tout premiers mots depuis son départ de la tête du département. Le numéro 2 de l'AFP entend, dit-il, se focaliser sur la vie de la formation politique dirigée par Moustapha Niasse. Il a tenu par ailleurs à mettre un coup de torche sur une certaine rumeur. Écoutez-le au micro de RFM. Je redeviens ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire Malick Gakou, un Sénégalais libre qui reste au service de son pays et de ses populations. Donc là, je me trouve à Guédiawaye chez moi et comme vous le voyez, les populations viennent en masse me saluer, m'encourager, et particulièrement la jeunesse de la banlieue. Donc je leur en rends grâce et je marque aussi mon attachement à la banlieue dont je suis ici. Et j'ai toujours dit ma fierté d'être un enfant de la banlieue. Et c'est cela qui fait que je suis fier d'être Sénégalais. Moi, j'ai été moulé pour être un homme d'État. Je ne peux pas quitter mes fonctions de ministre au service de mon pays et tout de suite me retrouver dans un groupe appartenant à quelques personnes que ce soit. Tout cela qui veulent faire croire aux gens que Malick Gakou a des accointances avec telle ou telle autre personne, mais c'est de très mauvaise foi. Mais je reste serein, zen par rapport à cela, parce que jamais dans ma vie, il ne m'arrivera de travailler dans un groupe quelconque. Et que si j'ai à faire des affaires, je continuerai à faire mes propres affaires et pour garder mon indépendance. De toute façon, moi, en tant que fils de pauvre et un enfant du peuple, j'ai toujours rêvé et je me suis toujours battu pour être indépendant, indépendant d'esprit. Et cette indépendance d'esprit n'a rien à voir avec l'argent ou la richesse. Mais c'est une culture, c'est une vocation de vie, un choix et une option que j'ai épousée depuis très très longtemps. Donc c'est pas aujourd'hui que Malick Gakou va changer. Je resterai moi-même un enfant du peuple sénégalais, très engagé pour tout ce qui concerne le rayonnement et le développement de mon pays, très attaché aux populations que je côtoie tous les jours et dans l'expression des volontés que j'ai pour ne ménager aucun effort afin d'être toujours au service des populations de mon pays. Le président Sall, invité d'honneur de son homologue voisin, c'est à l'occasion du 48e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Aux côtés de Macky Sall, le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, dans la délégation sénégalaise des ministres de la République, dont celui des forces armées. Fonction publique, les 5591 postes à pourvoir sont politisés. C'est la conviction du regroupement des jeunes diplômés sans emploi. Ses membres accusent des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils soutiennent que des listes sont ouvertes dans certaines localités pour privilégier justement les militants de cette coalition. Adja Ndiaye, Nafissatou Silla. Non à la politisation des 5500 emplois, c'est le cri du cœur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Selon eux, un recrutement massif s'effectue dans les quartiers, une situation qu'ils déplorent. Nous avons constaté dans les quartiers où nous vivons que les responsables de Benno Bokk Yakaar sont en train de confectionner des listes pour ces recrutements-là. Donc un député est allé même jusqu'à nous dire
qu'on n'a pas besoin de vous, on a besoin de jeunes qui sont capables de réélire le président de la République. Je crois que c'est cette situation-là qui nous désespère aujourd'hui. Aujourd'hui, avec donc le sous-développement, on ne peut pas cultiver la médiocrité. Les vrais diplômés sont là. Pour ces chômeurs, le président de la République n'a pas tenu ses engagements et que le principe de la patrie avant le parti est bafoué. Le président Macky Sall a toujours tenu un discours de rupture devant le peuple sénégalais. Il nous a toujours dit qu'ils vont toujours mettre l'intérêt, donc la patrie avant le parti, ce qui n'a pas été le cas. Lui en personne, il a demandé à ses responsables de gagner donc chez eux, sinon ils vont être destitués de leur poste. Donc ces gens-là sont prêts à n'importe quoi pour gagner chez eux. Pour leur part, les diplômés de la pêche et de l'aquaculture dénoncent le fait qu'ils soient laissés en rade. Concernant ces recrutements dans la fonction publique, aucun quota n'est accordé au secteur de la pêche. Ce qui est aberrant, c'est le secteur de la pêche est l'un des secteurs les plus importants pour l'économie de ce pays. Nous, on ne peut pas comprendre qu'on forme des techniciens qui ont des diplômes d'État, qu'on ne puisse pas les recruter au niveau de la fonction publique. Le ministre prévoit de recruter des volontaires, de 150 volontaires avec le ministre de la Jeunesse, pour les payer des salaires de 50 000. Nous, on ne peut pas comprendre des gens qui ont des mêmes diplômes d'État. Certains sont dans l'administration, qui ont des salaires, d'autres, on les paye des salaires de misérables, de 50 000. Avec 50 000, même un marié peut te payer 50 000. Ces jeunes diplômés avaient envisagé de faire une marche pacifique ce lundi, une demande de marche rejetée par le préfet de Dakar. Pour l'heure, ils ne comptent pas en rester là. La semaine prochaine, avec ou sans l'aval du préfet, ils vont manifester. Renforcement des capacités dans les maisons de justice. Le ministère de tutelle lance la formation des assistants sociaux et d'autres compétences, la prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences. Et dans ce programme de formation, c'est avec l'appui de ONU Femmes. Écoutez. L'atelier d'aujourd'hui vise à former les assistants sociaux et les travailleurs sociaux en counseling pour permettre de prendre en charge les femmes et les filles victimes de violences. Et ça entre dans droite ligne dans la prise en charge, dans le renforcement des capacités des maisons de justice qui, à côté du volet d'aide judiciaire, va maintenant développer un volet prise en charge psychosociale qui va comprendre l'accompagnement des femmes victimes et même l'accompagnement au-delà pour la réhabilitation psychosociale des femmes victimes de violences au niveau du Sénégal. Nous parlons de Blacksmith Institute à la quête de sites toxiques dans notre pays. Le programme de décontamination est lancé pour 7 ans. Les sites potentiellement dangereux pour les populations seront passés à la loupe sur tout le territoire national. Blacksmith est très heureux de venir au Sénégal pour les aider dans ce projet de décontamination de sites toxiques. Et pour plus de 7 ans, on est en train de travailler sur cette décontamination de sites toxiques et qui a surtout trait aux effets de la santé au niveau des jeunes populations comme les enfants. Donc pour l'instant on ne sait pas, c'est pourquoi on a initié cet atelier pour aller rechercher s'il y a des sites, s'il y a des menaces. Pour l'instant on ne sait pas. Non, pour l'instant, le seul cas concret qu'on ait pour l'instant, c'est le cas de Ngandiao. C'est pourquoi on se dit que, vu que c'est des choses qui se font de façon informelle, qu'il y a d'autres sites où il y a d'autres cas aussi graves que Ngandiao qu'on ne connaît pas encore, dont on n'a pas encore connaissance. C'est pourquoi on a organisé cet atelier et on a des investigateurs qui vont sillonner le Sénégal partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour trouver si on a des cas, parce qu'on ne veut plus que ce qui s'est passé à Ngandiao avec des décès de 20 enfants au niveau d'un quartier se reproduise. La bilharziose qui touche 60% des populations de la vallée du fleuve Sénégal, un parasite qui évolue dans les cours d'eau, canaux d'irrigation entre autres, est à l'origine de cette maladie infectieuse. Pafal Fatoukinedem. Bilharzie ou schistosome, ce parasite entraîne la bilharziose, une maladie infectieuse. Au Sénégal, les populations de la vallée sont les plus exposées. 2 formes de bilharziose existent au Sénégal, la bilharziose intestinale et la bilharziose urinaire. Elles présentent souvent des complications. Pour la bilharziose urinaire, c'est des hématuries, donc des hématuries des enfants ou bien des adultes qui pissent du sang. Si on ne les prend pas en charge à temps, ça évolue vers ce qu'on appelle des carcinomes
épidermoïdes au niveau de la vessie, donc des cancers de la vessie. Pour la bilharziose intestinale, ça évolue vers des hémorragies digestives qui sont mortelles, donc, parce que c'est un parasite qui touche principalement le foie. Selon les techniciens, un diagnostic à temps peut éviter les complications avec, bien sûr, une prise en charge adéquate. Offrir aux populations des conditions de vie favorables permet une bonne prévention. Donc pour la lutte, c'est une lutte à plusieurs niveaux, hein. Donc pour la lutte, il faut d'abord assainir le milieu, donc donner des conditions de vie adéquates avec une bonne irrigation, donc, mais également faire des traitements de l'eau pour lutter contre le mollusque qui est à l'intérieur. Donc il y a un programme qui est là, qui fait ce qu'il peut faire, mais ses moyens sont limités. 80 pays, dont 800 millions d'individus à travers le monde sont touchés par les bilharzioses. Au Sénégal, elle constitue la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Je vais appeler les 4 gaillards de la classe. Vous avez sans doute entendu, vous vous rappelez certainement de cette menace qui émanait des maîtres ou maîtresses dans les salles de classe. Ça nous amène à parler de châtiment corporel. Eh bien, certains instituteurs pratiquent encore la correction au bâton et puis c'est une méthode de correction pour laquelle les parents sont plutôt partagés. Fatima Ba. Ils sont parfois plus d'une cinquantaine d'élèves dans une classe. Ces enfants âgés entre 6 et 10 ans n'ont pas tous le même comportement, une situation que le maître doit gérer. Vous savez, une école, c'est une communauté d'enfants. Bon, on trouve vraiment toutes les catégories d'enfants. Il y a des enfants qui sont sages, des enfants qui sont moins sages. Et le maître est censé gérer toute cette communauté-là. Ça demande vraiment beaucoup de problèmes. Et le maître est censé trouver des solutions à tous ces problèmes-là. C'est pas facile, les parents même, certains le savent bien. Ils viennent solliciter qu'on leur garde des enfants. À un certain temps, ils ne peuvent pas les mettre, par exemple, il y a des parents qui ne parviennent pas à mettre leurs enfants dans les structures, par exemple les écoles maternelles ou les garderies là. Ils viennent nous solliciter parce qu'ils disent que bon, là-bas on ne peut pas les garder. Donc déjà, eux, ils mesurent la difficulté de garder un enfant. Maintenant, un seul enfant, ils ont des problèmes pour le garder. Maintenant, vous, on vous remet par exemple une cinquantaine ou même plus d'enfants devant vous. Ils doivent mesurer cela aussi. La chicotte est certes interdite à l'école, mais dans bien des cas, elle s'impose. Les châtiments corporels, d'après le règlement intérieur, sont formellement interdits à l'école. Mais vous savez, éduquer, c'est quoi? Éduquer, c'est transmettre, c'est une transmission de connaissances des adultes envers des sujets plus jeunes. Et quelquefois, il y a des enfants pour la réprimande seulement ne peut pas les obliger à rester tranquilles, à être prêts à l'écoute. Quelquefois, pour les rappeler à l'ordre, le maître est obligé de faire appel à la chicotte. Avant qu'il ne frappe, il lève la chicotte sur un enfant. Il a fait plusieurs fois des rappels à l'ordre. C'est maintenant quand l'enfant continue à perturber qu'il vient le l'apeurer tout simplement. Maintenant, quand l'enseignant aussi va jusqu'à frapper l'enfant, lui aussi il doit prendre au moins un peu de recul. Parce qu'il sait bien qu'il n'est pas autorisé à le frapper. Et aussi en frappant, il peut blesser. Donc il doit savoir comment au moins frapper. Frapper pour apeurer, pas pour blesser. Un parent d'élève a porté plainte contre une institutrice pour avoir blessé son enfant. Un état de fait qui met mal à l'aise ses enseignants. Les parents d'élèves, l'appel que je leur lance, c'est d'être plus compréhensif à l'égard des enseignants. Parce que le maître qui utilise la cravache pour vraiment rappeler à l'ordre son sujet, c'est-à-dire l'apprenant, alors c'est tout simplement pour son bien, pour son bénéfice, n'est-ce pas, pour qu'il puisse saisir les enseignements apprentissages à l'école. Donc le parent d'élève, même si l'enseignant va jusqu'à blesser son enfant aussi, bon, il faut ouvrir un dialogue, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, n'est-ce pas. La justice doit être le dernier recours. Donc les parents, les enseignants, les enfants, c'est une famille, c'est une famille. Un bon encadrement des enfants à la maison pourrait simplifier la tâche aux enseignants, selon ce père de famille. Déjà, l'éducation commence dans la cellule familiale. Il faut qu'un enfant soit éduqué déjà. Il prend un enfant, il faut qu'on le corrige. Il faut qu'on lui montre le chemin. Mais des fois, bon, on est obligé d'utiliser la justice. C'est normal quoi. En fait, je ne suis pas tout à fait
d'accord avec ceux qui utilisent la violence, déjà frapper l'enfant jusqu'à le blesser, moi je ne suis pas d'accord. Pour ou contre le châtiment corporel à l'école, en tout état de cause, la majorité des enseignants interrogés sont favorables à cette pratique interdite par la tutelle. Relance de la destination Sénégal. Mbumba se prépare à accueillir la deuxième édition du Festival du Sahel, le Festival à Sahel. Le cachet particulier de cette année, le retour sur scène de Youssou N'Dour, l'actuel ministre du Tourisme et des Loisirs. L'événement est prévu du 22 au 24 février prochain dans cette localité du Fouta. Les organisateurs ont rencontré la presse aujourd'hui. Compte rendu signé Alioune Diagne Awa Signaté. Le festival à Sahel à Mbumba est de lier la culture au développement. Il s'agit d'impliquer la population dès le plus jeune âge et de créer une dynamique de solidarité mettant la culture au service du développement. C'est un festival qui veut utiliser la culture pour développer la ville. Donc utiliser la culture, donc faire des gros spectacles, si tu veux, aussi bien dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, pour capter des stars, donc pour créer une médiatisation internationale. Selon les acteurs de ce festival, les retombées seront bénéfiques pour la population de Mbumba. Les retombées seront considérables pour l'économie locale et l'économie nationale, visant à mettre visant à permettre à la localité d'avoir sa structure d'hébergement touristique communautaire. C'est déjà une très grande retombée. Là, déjà, je peux vous signaler la présence de BBC et de France Télévisions au niveau du Sénégal qui vont couvrir l'événement. Ce qui fait que la destination Sénégal, à travers le festival de Mbumba, va avoir une visibilité considérable. Le manager du Super Étoile affirme que le Super Étoile est une famille et qu'ils seront tous de la partie et que ce ne sera pas la dernière prestation de Youssou N'Dour, car c'est pour aider le tourisme à prendre son envol. Le Super Étoile, c'est une famille d'abord. Et dans tous les orchestres, il y a des allers-retours, des sorties, des entrées. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. J'ai le plaisir de vous informer que nous allons donc participer à notre manière à ce festival. Il est évident qu'aujourd'hui, la musique est incontestablement le meilleur vecteur pour sensibiliser l'opinion publique sur toutes les questions contemporaines. Donc moi, je peux seulement vous dire qu'il y a deux événements vraiment qui sont pour le moment confirmés dans son agenda, au plan artistique bien sûr. C'est donc sa participation au festival de Mbumba et un événement artistique qu'il a promis de donner à Cap Skirring. Ce festival à Mbumba dans la région naturelle de Fouta se tiendra du 22 au 24 février prochain et aura la participation exceptionnelle du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Youssou N'Dour. Beaucoup d'autres artistes seront de la partie, dont Ismaël Lelo, qui clôturera ce festival. Les sports, c'est dans un instant avec Pape Abdoulaye Der, mais juste avant, voici le récit de Maïmouna Ndiaye. C'est le point de l'actualité internationale. La disparition de 7 étrangers dans l'état de Bauchi, dans le nord du Nigeria, inquiète toujours les autorités nigérianes. Certains analystes évoquent la piste d'un enlèvement perpétré par la secte islamiste Boko Haram. Pour les autorités britanniques, l'auteur serait le même qui avait kidnappé puis tué un Italien et un Britannique en mai 2011. Encore des affrontements entre syndicats et proches du pouvoir ce lundi en Afrique du Sud. Pour le moment, la police n'a pas encore signalé de morts, mais elle indique beaucoup de blessés. L'attaque serait partie des rivalités entre le syndicat national des mineurs et les proches du pouvoir. Elle remet en cause la problématique du secteur minier sud-africain qui a enregistré près de 60 morts en 2012. L'Union européenne a informé qu'il va prolonger pour 3 mois les sanctions contre la Syrie. Désormais, le régime peut s'attendre à un soutien pour protéger ses civils. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Football d'abord avec les principaux enseignements de la 6e journée de la Ligue 1. Et c'est Djambar de Salut Portudal qui caracole en tête de la Ligue 1. Djambar reste la seule équipe invaincue à l'issue de la journée. Le club de Sayer Sek
a battu l'AS Pikine par 2-0. Par contre, l'AS Douane du coach Lamine Dieng n'a pas encore obtenu de victoire depuis le début de la saison. Au classement, Djambar est leader donc avec 14 points. Deuxième, Niary Tally 10 points à égalité avec Assur. Les Sucriers 10 points également. L'US Ouakam pointe à la 4e place avec 9 points. L'autre club Lébou du village traditionnel de Ngor à la 5e place, Khalifa avec 9 points également. Alors, les clubs sénégalais engagés en Coupe d'Afrique n'ont pas été à la fête avec le Casa Sport qui a perdu à Tétouan 1-0 devant le Maghreb. C'est en Champions League, alors que HLM en Coupe CAF a perdu 2-1 devant Gamtel de la Gambie. Les manches retour. Dans 15 jours, justement, la violence a refait surface ce week-end sur les terrains en Ligue 1 sénégalaise. Donc, avec les rencontres Djambar AS Pikine et US Ouakam Niary Tally. Et ironie du sort, 3 clubs de la Convention des supporters sont concernés. Des supporters qui voulaient combattre la violence. Écoutons à ce propos en ce moment Paul Sambou, c'est le coordonnateur de cette convention. Ils indexent ces supporters de la convention, l'arbitrage, mais des gens qui n'ont rien à voir dans les tribunes des stades. Nous, membres de la convention, nous condamnons fermement avec la plus forte énergie ces actes de violence. Là, ce sont des jeunes de 10 ans, 13 ans, 15 ans. Ce ne sont pas des vrais supporters parce qu'ils n'assistent même pas aux réunions. Même pas, ils n'ont même pas de carte de membre, ils n'accompagnent pas leur équipe à l'extérieur, ils sont là que pour ces événements. Donc moi je dirais qu'on n'a rien à nous reprocher et on a fait ce qu'on devait faire. Et nous on n'est pas là pour assurer la sécurité en dehors des stades. J'ai eu au téléphone tous les responsables de ces clubs. Ils vont nous déposer un rapport, à chaque match il y a un superviseur. On va étudier ce rapport, ce qui s'est passé. Paraît-il qu'à Djambar c'est un problème d'arbitrage. On n'a qu'à essayer en commun accord avec les dirigeants de relever le niveau de l'arbitrage, mais aussi de cultiver cet esprit de fair play. Basket par Abdoulaye Der, championnat national, 13e journée. Avec 2 clubs qualifiés pour les playoffs, HLM Basket Club et l'AS Douane. C'est à l'issue, donc vous l'avez dit, de la 13e journée disputée chez les garçons ce week-end. HLM a battu Ouakam par 60 à 58, alors que la Douane a plutôt bénéficié du faux pas de l'US Rail 60 à 64. Ce sont les étudiants du Duc qui ont battu donc les cheminots, alors que les Gablous ont chuté devant les insulaires de l'US Gorée. Et puis le All-Star Game, l'événement du basket américain, c'était la nuit dernière. La conférence Ouest a encore pris le meilleur sur la conférence Est. 143-138, les temps forts de l'événement. Avec vous, Cheikh Tidiane Diao. La conférence Ouest a encore fait valoir sa suprématie durant la nuit des étoiles. Chris Paul, MVP de la soirée, a fait étalage de tout son talent pour conduire son équipe à la victoire. Chris Paul is the most valuable player of the 2013. Le meneur de jeu des Clippers a été récompensé avec 15 passes décisives, dont une flopée de lobes pour son coéquipier Blake Griffin. LeBron James, lui, échoue pour la 3e année d'affilée. Tony Parker, lui, n'a pas réussi à garder son titre dans le concours des meneurs. C'est le rookie de Portland, Damian Lillard, qui a remporté le trophée. Le sociétaire de Cleveland, Kyrie Irving, a remporté le concours de tir à 3 points. Terrence Ross des Raptors a gagné haut la main le concours de dunk. Des images spectaculaires, Cheikh Tidiane Diao. Merci, c'était tout pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der. Dans un peu moins de 2 minutes sur ce plateau avec moi, le tout nouveau coordonnateur du mouvement du 23 juin, Mamadou Mbodj, qui s'arrête avec nous ce soir sur la proposition de Jean-Paul Diaz, le leader du bloc des centristes Gaïndé, qui suggère le report des élections locales à 2015. Motivation, l'atmosphère tendue, dit-il, au sein de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, mais également dans l'opposition. L'ancien député libéral Tafsir Choy, pour sa part, ne partage pas cet avis. Il est également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Kolo Cissé, Chérif Diao. Jean-Paul Diaz propose au président Macky Sall le report des élections locales initialement prévues en 2014. Parce que la coalition qui gère le gouvernement et qui est majoritaire au Parlement, Benno Bokk Yakaar,
dans cette coalition, les uns et les autres croient que c'est eux les détenteurs du pouvoir. Donc il y a des tiraillements dans tous les sens, il y a des exigences dans tous les sens, et on ne s'occupe pas de l'essentiel à l'heure actuelle. Et si on continue comme ça, ça va durer encore 1 an et demi, et c'est pourquoi, ou 1 an, c'est pourquoi nous disons que le mieux, c'est de reporter les élections au minimum d'1 année. L'opposition, elle aussi, devrait y adhérer, elle est en lambeaux. Elle a des problèmes d'audit, de convocation, etc. Elle n'est pas à sa meilleure forme. Le premier secrétaire du BCG refuse toutefois qu'on qualifie son initiative de ballot sonde. Écoutez, ça c'est m'insulter et je ne l'accepte pas. Et c'est mal me connaître. Lorsque j'ai émis cette proposition sur votre antenne, je n'avais pas vu le président. Alors vous comprenez, et ce n'est pas sûr que lui, ça l'intéresse et qu'il soit dans ce sens-là. Ceux qui le disent m'insultent. Je suis un responsable, je suis un adulte, je suis en politique depuis plus d'un demi-siècle, un quart de siècle, donc je sais de quoi je parle. Le PDS de son côté dignette et exige le respect du calendrier républicain. Mais nous, qu'ils disent que nous ne sommes pas prêts, mais ce n'est pas son problème. Nous allons vers ces élections-là pour les gagner, et nous allons les gagner. APR Yakar va dans ce sens, l'AFP est divisé, le Parti Socialiste a donné ses positions sur la question, mais ils sentent qu'ils ont eu 26% au premier tour. Au deuxième tour, ils ont été soutenus, ils ont 65%, mais ils savent que s'ils vont aux élections locales, mais ils vont perdre. Parce que les populations leur ont tourné le dos. Aujourd'hui, nous attendons à ce que les 5 ans soient confirmés. Il a convoqué le collège électoral le 3 avril en disant que je vais faire des élections de 5 ans, mais on attend la loi, on ne l'a pas encore eu. Aujourd'hui, on nous parle de report des élections jusqu'en 2015 ou 2017, mais c'est pour aller faire quoi? En 2006, le régime du président Abdoulaye Wade avait procédé au report des élections législatives à cause des inondations. L'idée était venue d'un parti allié, l'URD de Djiboka. Aujourd'hui, un allié du nouveau régime propose le report des locales pour une raison différente, comme si l'histoire était en train de bégayer. Chéridia, merci. Mamadou Mbodj, bonsoir. Bonsoir. Alors surtout, bon courage pour votre nouvelle mission. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau coordonnateur du M23. Merci. Nous en parlons tout à l'heure, mais tout d'abord, votre appréciation de cette suggestion de Diaz. C'est une suggestion qu'il faut respecter en tant que telle, puisqu'il s'agit d'un acteur de la scène politique, d'un acteur majeur. Maintenant, nous les citoyens, lorsqu'un tel propos est donné, nous jugeons à l'aune des intérêts du peuple, à l'aune du respect des lois. Donc, sous ce rapport-là, on pourrait dire simplement que le respect du calendrier électoral doit rester de mise. D'abord, que les intérêts d'un parti ne doivent pas primer sur les intérêts de la nation. On a dit la patrie avant le parti. Les intérêts d'un clan non plus. Ce n'est pas parce que les uns sont mal préparés qu'il faut attendre qu'ils le soient. Ce n'est pas parce que les uns doivent gagner les élections qu'il faut leur donner le temps. Donc ce n'est pas à cette aune-là qu'on devrait évidemment reporter ces élections. C'est dire que vous estimez que ces arguments ne sont pas pertinents? Oui, à l'aune des critères que nous mettons en avant. Le premier, j'ai dit, c'est le respect de la loi. Il faut respecter la loi électorale. Si d'aventure on devait faire autrement, ce serait sur la base d'abord de l'intérêt majeur de la nation, ensuite sur la base d'une démarche consensuelle. Donc voilà les deux procédures et critères qui doivent prévaloir évidemment au report de l'élection. Donc dans l'idée, si sa motivation se tient, il faudrait appeler à une concertation autour des acteurs? Absolument. Il faut d'abord qu'il y ait des causes et des objectifs. Parce que si on dit pourquoi, c'est parce qu'il y a une cause et qu'il y a une finalité. Si par hasard, on devait utiliser cet argent-là pour cumuler les élections et créer des emplois, on a des causes et on a une finalité très précise. Maintenant, pour que cela soit, il ne suffit pas que le parti au pouvoir en décide. Il faudrait qu'il y ait un consensus. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans la démocratie sénégalaise, c'est qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller de l'avant, qu'il y ait des progrès continus et non pas, évidemment, un immobilisme qui conduirait à dire que les autres l'avaient fait, nous aussi on va le faire. Qui consiste à faire ce que l'autre a appelé des réformes non consolidantes. Il faut des réformes consolidantes. Et c'est pourquoi je crois que le moment est venu pour le régime en place de penser sérieusement aux réformes institutionnelles qui devraient permettre
non seulement un consensus, mais également un progrès dans ce qu'on appelait la construction d'un état de droit. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas convaincu par la notion de rupture lancée par ce nouveau régime? Écoutez, la rupture, ça ne se proclame pas, ça ne se décrète pas. Ça se réalise progressivement. Et on juge à partir d'actes concrets qui permettent de dire nous sommes partis de là et nous avons tourné la page. Or, justement, si on nous fait des propositions comme celle-là, ça veut dire quelque part que la rupture n'est pas encore. Alors, dernier virage de cet entretien qui concerne justement votre nouvelle mission. Vous êtes le nouveau coordonnateur du M23. Vous avez parlé de continuité. En revanche, j'ai envie de vous demander si vous avez une nouvelle approche, une touche qui vous appartiendrait peut-être. Écoutez, la continuité et la rupture sont à la limite les deux faces d'une même réalité. Parce que le M23 doit rester un contre-pouvoir, doit rester une sentinelle, doit rester évidemment un moyen de développer la conscience citoyenne. Mais pour cela, il faut également, dans un contexte nouveau, établir une démarche nouvelle. Et cette démarche, on y travaille, mais elle devrait consister à tout le moins à faire de sorte que l'esprit M23 règne partout. Qu'on n'attende pas, encore une fois, que des pouvoirs qui soient en place fassent ce qu'ils veulent de notre présent et d'autres avenir pour que nous nous levions comme ça a été le cas le 23 juin. Non, il faut que le citoyen debout puisse dire moi je contrôle l'action du gouvernement. Moi je ne suis pas d'accord pour que des actes en fait qui nous ramènent en arrière, des actes de dérive évidemment soient posés. Moi, je suis d'accord pour le progrès et de pousser à la roue pour le progrès. Et c'est ça l'esprit M23. Il faut que cet esprit soit ancré dans le peuple. Il faut que tout le peuple, tous les citoyens, évidemment, s'entendent et comprennent qu'il est de leur devoir de se mettre ensemble et de contrôler l'action du gouvernement. Alors, Mamadou Mbodj, vous êtes bien connu dans la sphère syndicale. Vous avez été à la tête du QSEMS, on est d'accord. Et maintenant, vous avez vu la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans le système éducatif. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, certains ont parlé de trêve, ont parlé d'entente pour qu'il n'y ait plus de grève. Mais attention, la trêve, ça ne se décrète pas. Il faut que le gouvernement ne fasse pas seulement du slogan, un slogan gouvernance sobre et vertueuse, un slogan. Il faut que le gouvernement respecte ses engagements. Il faut que le gouvernement respecte les enseignants. Que les droits des enseignants, évidemment, leur soient restitués totalement. On ne peut pas comprendre que dans un État, qu'on puisse parler de rupture alors que le salaire n'est pas payé à terme échu, alors que les indemnités ne sont pas payées à terme échu. Comment voulez-vous que des gens qui ont droit à une rétribution ne soient pas payés et qu'ils disent « Attends, nous allons attendre que le gouvernement soit prêt ». Non. Alors les autorités compétentes, vous parlerez d'un héritage Mais écoutez, c'est ça la rupture. Quand on vient au pouvoir, il faut analyser la situation et dire voilà comment nous allons procéder pour effectuer les ruptures. Or, la première forme de rupture, c'est de dire les enseignants, on les respecte, on leur donne leur salaire, on leur donne leurs indemnités et ensuite on va voir. Êtes-vous en train de pointer une absence de communication? Pas seulement de communication, mais d'exemplarité. Parce qu'encore une fois, si le gouvernement veut que les enseignants, évidemment, entrent dans les classes et fassent des sacrifices, il doit lui-même donner l'exemple, en ne procédant pas à des dépenses de prestige. Alors si le gouvernement déclare qu'il est en train de remettre les choses à l'endroit, mais écoutez, à l'endroit, on ne voit rien. Parce que si les enseignants de voie secondaire se sont mis en grève l'année dernière, c'est parce qu'il y avait une injustice flagrante en termes de logement. Aujourd'hui, en termes de salaire, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un professeur bac+6 de mathématiques puisse avoir un salaire de 200 000 francs alors que l'indemnité de l'inspecteur de police, du commissaire de police ou du magistrat soit égale à 200 000 francs. Ce n'est pas possible. Vous mettez les enseignants dans une situation où ils ne peuvent pas enseigner correctement, où évidemment tous ceux qui sont diplômés des universités vont aller embrasser d'autres métiers. Et donc ce qui fait que dans l'école, on va trouver des gens qui ne sont pas suffisamment diplômés pour enseigner dans les classes de terminale, de seconde, de première. Mamadou Mbodj, merci, coordonnateur du mouvement du 23 juin. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.